Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce Nous allons voir maintenant dans le dernier chapitre les récepteurs sensoriels et étudier en premier lieu leur sensibilité. Quelles sont les caractéristiques psychophysiques de ces récepteurs et quels sont les types de récepteurs. Les caractéristiques psychophysiques des récepteurs sensoriels définissent les relations qui existent entre les informations venues du monde extérieur, ce qui constitue en gros les sens, et les signaux physiques qui sont engendrés par les récepteurs, ce qui constitue l'ensemble de leurs caractéristiques psychophysiques. La qualité de la sensibilité des récepteurs sensoriels ou modalité dépend de la transformation de l'énergie présentée sous différentes formes à ces récepteurs. La stimulation, en effet, qu'elle soit lumineuse, acoustique, tactile, olfactive, constitue pour le système nerveux un apport d'énergie. Ces informations sont apportées sous formes différentes, correspondant à chacune des modalités, et elles vont être transformées par le système nerveux en différentes sensations ou modalités sensorielles. Historiquement, on reconnaît 5 sens, qui sont la vision, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. Mais il existe également d'autres modalités, telles que par exemple les informations vestibulaires, qui sont des traductions de la caractéristique physique d'accélération, liée à l'équilibre, notamment aux pertes d'équilibre, ou aux changements brutaux de position ou de vitesse. Selon l'énergie physique mesurée par les récepteurs, on va parler de photorécepteurs quand ils font la transduction de la lumière, de chémorécepteurs quand ils détectent des structures moléculaires, qu'ils sont sensibles aux structures moléculaires, de barorécepteurs quand ils sont sensibles à la pression, de volorécepteurs quand ils sont sensibles au volume, aux variations de volume, ou des mécanorécepteurs quand ils sont sensibles à des déplacements. Une deuxième caractéristique est constituée par la quantité d'informations, en particulier l'intensité telle qu'elle est perçue va dépendre de la quantité d'énergie reçue, mais aussi de la modalité sensorielle. Cette relation entre quantité d'énergie et modalité sensorielle perçue est régie par la loi de Stevens, qui dit que l'intensité de la sensation, c'est-à-dire la grandeur telle qu'elle est perçue, est proportionnelle à la différence entre l'intensité du stimulus au moment où il est appliqué et la valeur seuil S0, le tout porté à la puissance n, qui est un coefficient propre à chaque modalité. La durée d'application est également importante. Certains récepteurs ont une adaptation rapide, d'autres une adaptation lente. La réponse peut être phasique, notamment transitoire simplement au début de la stimulation avec une tendance à s'estomper. Au contraire, on peut avoir des réponses toniques avec une sensation qui est soutenue et perçue pendant toute la durée de la stimulation. La localisation, enfin, est un élément très important de la sensibilité, en particulier parce qu'un rôle important de la sensibilité est de localiser la source par rapport à l'individu et surtout l'endroit où cette information interagit avec l'individu. Cette capacité à localiser la stimulation varie en fonction des récepteurs et également pour un même récepteur en fonction de sa situation dans l'organisme,
Ainsi, au niveau des récepteurs tactiles ou à la piqûre sur la peau, certaines zones sont beaucoup plus sensibles que d'autres, et celles qui sont peu sensibles auront moins de capacité à discerner deux stimuli qui sont proches l'un de l'autre quand ces deux stimuli sont trop proches. Il y a plusieurs types de récepteurs. Ils ont tous en commun l'objectif, qui est celui d'une interface entre une variation d'énergie et sa mesure. Un stimulus X va entraîner un signal électrique spécifique et qui va nécessiter donc des structures de récepteurs qui soient adaptées aux caractéristiques physiques du stimulus. Les récepteurs sensoriels correspondent généralement à des structures spécialisées au niveau de la membrane cellulaire des cellules réceptrices. Elles ne sont en général pas présentes sur toute la membrane, mais distribuées à des endroits particuliers de la cellule. On va parler de polarisation de la cellule, par exemple certaines membranes apicales ou certaines membranes basales. Ces structures vont avoir pour rôle de transformer l'énergie physique en énergie électrochimique afin de fournir au système nerveux un message exprimé dans le même langage pour tous les systèmes sensoriels. C'est ce que l'on appelle la fonction de transduction des récepteurs. Comment va-t-on faire pour distinguer des stimuli différents de même modalité et entre les modalités? C'est le rôle du codage neuronal dont la structure spatio-temporelle va constituer le contenu sémantique, c'est-à-dire la signification, qui va être transportée au système nerveux central par les récepteurs qui en auront assuré la traduction à partir du stimulus physique extérieur. Les récepteurs cutanés sont extrêmement variés, ce qui n'est pas étonnant étant donné l'importance de la peau en tant qu'interface avec le monde extérieur, et c'est à ce niveau que se trouve l'essentiel des interactions entre le monde physique et le corps de l'individu. Il existe donc une grande variabilité de structures, traduisant une grande spécification en fonction des divers types de stimuli que la peau peut être exposée à rencontrer. Il existe par exemple des récepteurs encapsulés, comme les récepteurs de Messner ou de Pacini, qui ont pour rôle de détecter le tact et la pression. On trouve des récepteurs en disque, les disques de Merkel, où l'on voit qu'il existe une petite structure en forme de sac, située sous les cellules épithéliales, et qui est en contact avec une fibre nerveuse. Cet exemple est très significatif d'un aspect particulier des récepteurs sensoriels. Ce ne sont pas des neurones, mais au contraire des structures d'interface dont la constitution particulière va être spécifiquement capable de transformer un stimulus physique extérieur en un signal biochimique, et notamment en une modification du potentiel de membrane de ce récepteur. Mais pour être transmise au cerveau, cette modification de potentiel de membrane du récepteur doit nécessairement passer par l'intermédiaire d'une fibre nerveuse qui lui est toujours associée, soit accolée, soit incluse dans sa structure, et qui, elle, va pouvoir conduire les variations de potentiel ainsi induites jusqu'au niveau du corps cellulaire. Il existe par ailleurs des terminaisons libres, représentées ici par les arborisations en bleu, qui sont en fait représentées par des extensions de la membrane neurale, sans association avec
un capteur spécifiquement développé. Ces formes de récepteurs, qui correspondent au type le plus archaïque, le plus ancien, le moins élaboré de ces récepteurs, est essentiellement utilisé pour détecter la douleur. On trouve un grand nombre de ces terminaisons dans le derme, sous la peau, où elles vont être sensibles aux variations chimiques qui sont induites par tous les stimuli qui peuvent faire souffrir le tissu, notamment cutané, et libérer ainsi ces messagers locaux. On peut voir également des terminaisons libres associées aux follicules pileux, au pied desquels cette terminaison va venir s'enrouler, et les variations de mouvement de ces poils, que ce soit au cours des mouvements du membre ou au cours du tact, vont entraîner des stimulations mécaniques de ces terminaisons libres, génératrices de modifications de potentiel de membrane. Un autre type de récepteur, le récepteur arthromusculaire, est très intéressant également du fait de la complexité de sa structure. On voit ici une fibre musculaire striée transversalement, associée à une autre petite fibre dégénérée, représentée en sombre, et autour de laquelle viennent s'enrouler des expansions de fibres nerveuses, un peu comme nous l'avons vu pour le follicule pileux. Lors de la mise en tension du muscle, l'élément associé en parallèle est également distendu, ce qui va modifier sa structure et entraîner des modifications des potentiels de membrane, qui vont être détectées par les terminaisons des fibres nerveuses et emmenées vers le corps cellulaire sensitif. On peut trouver des récepteurs de tension musculaire sous une autre forme, appelée organe de Golgi, où des fibres viennent s'intriquer étroitement avec l'extrémité fibreuse du muscle ou tendon qui va venir en général s'insérer sur un os. Le fuseau neuromusculaire est donc fait d'un récepteur en parallèle avec la fibre musculaire et il va être sensible à son allongement, alors que l'organe de Golgi, qui est un fuseau neurotendineux, est un récepteur en série sensible à la force de contraction. Comment se fait le phénomène de transduction? Nous allons voir le mécanisme général dans son ensemble et étudier plus particulièrement un cas particulier qui est la phototransduction, c'est-à-dire la transformation du signal lumineux en un signal nerveux. Introduisons d'abord la notion de potentiel de récepteur. Un récepteur est une structure membranaire dont le potentiel de membrane va changer sous l'effet d'un stimulus. Ceci va entraîner une diminution de la résistance membranaire qui entraîne une augmentation de la perméabilité aux ions et par voie de conséquence une dépolarisation locale qui constitue le potentiel récepteur. À la différence du potentiel d'action, la variation du potentiel récepteur est graduée, progressive, lente. Sa propagation ne se fait pas de façon conservative, mais elle est décrémentielle, donc avec un destin strictement local. Elle est sommable dans le temps. Son amplitude va être proportionnelle au logarithme de l'intensité pendant la phase statique. Il va par contre dépendre de la vitesse de la variation d'intensité pendant la phase dynamique. Le potentiel d'action ne va être généré
que par la fibre nerveuse associée au récepteur et non pas par le récepteur lui-même. Il existe au niveau de cette fibre nerveuse un seuil. La dépolarisation de la membrane du récepteur va entraîner, comme nous l'avons vu pour les autres exemples mettant en jeu les membranes cellulaires, des courants locaux, responsables de la dépolarisation de la membrane de la fibre nerveuse incluse dans le récepteur. Si cette dépolarisation atteint le seuil, un potentiel d'action sera induit. On voit ainsi un exemple dans un neurone sensitif dont on voit le corps cellulaire au milieu, l'expansion en bas à gauche qui correspond aux terminaisons avec des récepteurs et l'expansion en haut à droite qui correspond à l'axone qui va emmener le message neuronal vers le système nerveux central. Si l'on part de la périphérie au niveau des récepteurs, on va engendrer un stimulus représenté par ce signal répété et présentant des fonds d'entrée et des fonds de sortie relativement abrupts. Si on mesure le potentiel de membrane au niveau des récepteurs, on va retrouver une image assez fidèle de ces stimuli avec un amortissement de la morphologie du signal. Ce potentiel de récepteur va se propager de façon décrémentielle en direction du corps cellulaire et du segment initial SI, où il va, quand il dépasse le seuil, déclencher des potentiels d'action. La variation de potentiel de membrane à cet endroit est donc une réponse combinée. En aval, on se retrouve dans l'axone, où seuls les potentiels d'action vont se reproduire et se propager de manière répétitive et conservative. Ce système réalise un codage analogique digital, puisque l'on va partir d'un signal qui peut être continu, ce qui est en général le cas des grandeurs physiques extracorporelles, telles que la pression, la chaleur, la lumière, et la forme en tout ou rien, binaire, du potentiel d'action, seule forme de transmission de l'information à destination du système nerveux central. La phototransduction est un exemple très particulier et particulièrement développé de ces récepteurs sensoriels. On en connaît très bien les mécanismes de transduction qui sont un exemple de ce que la nature a conçu pour capter un signal physique extérieur, en l'occurrence la lumière, et le transformer en un événement biochimique, puis électrique, sous la forme d'une variation de potentiel de membrane, puis de potentiel d'action. Quand on observe les récepteurs à la lumière ou photorécepteurs, on trouve deux types principaux. Un premier appelé rhabdomyrique, représenté par le schéma à droite, présent essentiellement chez les invertébrés. On retrouve un corps cellulaire avec un noyau et des mitochondries, une expansion membranaire vers le bas qui va être appelée ici un axone, encore qu'il ne va jamais transporter de potentiel d'action puisqu'il s'agit d'un photorécepteur, d'un récepteur et non pas d'un neurone. Et à l'autre pôle de la cellule, on va retrouver une partie qui est allongée puis plissée, comme un accordéon, ce qui, par l'intermédiaire des plis ainsi créés, va constituer des microvillosités. À l'opposé, chez les vertébrés, on trouve une morphologie légèrement différente. Il existe toujours le corps cellulaire et son noyau, ainsi que le prolongement central appelé axone.
Par contre, au niveau du corps cellulaire, il existe une striction, de l'autre côté de laquelle la membrane cellulaire constitue un cylindre rempli de disques membraneux empilés. Dans les deux cas, la zone sensible est représentée par la structure membranaire plissée, que ce soit les microvillosités du récepteur rhabdomérique ou les disques du récepteur ciliaire. Cette plicature réalise une augmentation de la surface membranaire exposée aux photons, ce qui permet ainsi une amplification du signal. L'élément important est l'existence d'un pigment photosensible qui va convertir l'énergie lumineuse en énergie électrochimique. Le stimulus lumineux est essentiellement constitué par les photons, dont on sait depuis Einstein que l'énergie est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence. La lumière visible est constituée de tout un spectre dont les longueurs d'onde varient de 700 nanomètres pour l'infrarouge à 400 nanomètres pour les ultraviolets, en rappelant que la longueur d'onde lambda est égale à la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. L'énergie, qui est donc égale à h nu, est égale à 1240 divisé par lambda, ce qui correspond à des valeurs d'1,77 électronvolts pour l'infrarouge, à 3,10 électronvolts pour l'ultraviolet. Pour rappel, la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km à la seconde, ou 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu réfringent d'indice n, la longueur d'onde est divisée par cet indice de réfraction, qui est une valeur sans dimension. La lumière interagit avec la matière de deux façons différentes. Les molécules sont constituées par des liaisons mettant en jeu des électrons de valence dont l'énergie est de l'ordre de 3 à 20 électronvolts. Les longueurs d'onde correspondant aux ultraviolets, aux rayons X et aux gamma sont supérieures à ces énergies et vont déclencher une ionisation. Par contre, les changements d'orbite électronique nécessitent des énergies beaucoup plus faibles, et la lumière, notamment dans la zone visible, va permettre simplement par l'énergie délivrée des changements transitoires d'orbite constituant des états excités durant pendant des périodes extrêmement courtes. La lumière va pouvoir interagir avec la matière de deux façons, soit de manière quantique, si l'énergie d'excitation du photon correspond à celle de l'électron, elle va être absorbée. On peut avoir au contraire des interactions non quantiques si l'énergie d'excitation de l'électron est différente de l'énergie du photon incident, ce qui n'entraîne que des distorsions moléculaires créées par le champ magnétique induit par le passage du photon pendant des périodes encore plus brèves. Dans les photorécepteurs, l'interaction entre la lumière et la matière se fait au niveau des pigments visuels. Ces pigments visuels sont constitués de l'association d'une protéine qui absorbe dans l'ultraviolet et d'un groupement chromophore qui absorbe la lumière visible. Par exemple, la rhodopsine, qui est une molécule de poids moléculaire égal à 38 000, présente en grande quantité dans les bâtonnets, est constituée tout d'abord d'une protéine dont le spectre d'absorption est déterminé par la structure de la protéine, tous les spectres étant déduits les uns des autres par translation autour d'une valeur moyenne de l'ordre de 500 nanomètres. Ces protéines sont des hétéroprotéines que l'on appelle une opsine, dont la situation est transmembranaire ou bien située dans les disques selon les espèces animales. À côté de la protéine se trouve le groupement chromophore,
constituée par le rétinène 1 ou rétinal. Cette molécule n'est pas synthétisée de novo par les mammifères et doit être importée de l'extérieur. C'est en fait la vitamine A1 qui, comme toutes les vitamines, doivent être obtenues par l'animal à travers l'alimentation. La vitamine A1 est le rétinol, qui est un alcool avec une fonction alcool primaire en C15, qui, quand elle est transformée en un radical aldéhyde CHO, donne le rétinal. Autour de la double liaison en 11 peut se faire une rotation du groupement terminal, conduisant à la formation 11,6 rétinal. Le 11,6 rétinal est le chromophore universel, que l'on retrouve dans tous les yeux résolvant des images, en partant des mollusques, passant par les arthropodes jusqu'aux vertébrés. Sa qualité de chromophore universel est due à l'intensité de sa bande d'absorption due aux polyènes, qui sont les doubles liaisons. L'isomérisation cis-trans a un rendement très élevé et le changement structural est grand, sans ambiguïté. Enfin, et pour terminer, les caractènes, qui sont ses précurseurs, sont très largement répandus, et notamment dans l'alimentation. Il existe également une autre forme du groupement chromophore, qui est le rétinène 2, se différenciant du rétinène 1 par une double liaison en C3-C4. Elle vient de la vitamine A2, qui est l'homologue de la vitamine A1 pour le rétinène 1. Pour une même opsine, le rétinène 2 va augmenter le pic d'absorption aux ultraviolets de 20 nanomètres. La lumière du visible est constituée de plusieurs longueurs d'onde se traduisant au niveau des sensations par des couleurs. La structure des photorécepteurs va permettre de reconnaître les couleurs principales. En effet, pour un animal, l'association du rétinène 1 avec une opsine correspond en général au lambda, c'est-à-dire au pic d'absorption déterminé par l'environnement, selon que l'animal vivra dans un milieu très éclairé, ou au contraire nocturne, comme les chouettes, ou très atténué, comme les poissons en grande profondeur. On va pouvoir élargir le spectre en utilisant le passage des rétinène 1 au rétinène 2 de façon réversible. Enfin, plusieurs opsines vont déterminer les couleurs, la vision diurne et la vision nocturne. L'interaction d'un photon H nu avec un rétinène opsine va entraîner une modification du potentiel de membrane des disques où se trouvent ces chromophores, ce qui constitue un potentiel de récepteur très semblable au potentiel postsynaptique excitateur. En 1802, Thomas Young a fait l'hypothèse de 3 récepteurs fondamentaux, et donc de 3 couleurs, le bleu, le vert et le rouge, dont la combinaison devait permettre de reproduire l'ensemble de la palette des couleurs de l'arc-en-ciel. 150 ans plus tard, en 1950, 3 types de cellules en cône ont été décrites, portant toutes le chromophore 11,6 rétinal, avec des pics d'absorption correspondant justement aux 3 couleurs fondamentales, le bleu à 455 nanomètres, le vert à 530 nanomètres et le rouge à 625 nanomètres. En sachant que la rhodopsine a un pic d'absorption moyen de 505 nanomètres, c'est-à-dire situé au beau milieu de la gamme de ces 3 couleurs. Chez les êtres humains, on connaît l'existence de cécité des couleurs, c'est-à-dire l'incapacité pour un individu de
reconnaître une couleur par rapport aux autres. Ceci est lié à une mutation récessive liée au sexe qui va entraîner le défaut, voire l'absence d'un type d'opsine. 1% des hommes sont aveugles au rouge, 2% des hommes sont aveugles au vert. Ce sont différentes formes de la maladie que l'on appelle globalement le daltonisme. Où se trouve dans la membrane le pigment qui va être responsable de la transduction de la lumière? Sa structure est en général assez universelle et on va prendre pour sa description la bactériorhodopsine, qui est un pigment sensible à la lumière qui se trouve dans la membrane cellulaire d'un grand nombre de bactéries. On voit ici schématisée la double couche phospholipidique et une structure polypeptidique transmembranaire faite d'hélices alpha avec leurs segments qui sont lipophiles représentés en vert, qui se situent à l'intérieur de la couche phospholipidique, et les segments dits hydrophiles ou lipophobes qui sont représentés par les chaînettes en rouge et qui se situent dans les secteurs hydriques, c'est-à-dire soit extracellulaires à l'extérieur, soit intracellulaires. On voit que la bactériorhodopsine, dans le cas particulier, est constituée d'un ensemble de 6 hélices alpha et elle constitue une espèce de canal, un peu comme une pelote de laine. À l'intérieur du canal, on voit que 2 de ces hélices sont reliées par une petite molécule qui est le rétinal, l'ensemble constituant donc une rhodopsine avec l'élément opsine qui est constitué par les protéines et l'élément chromophore qui est constitué par le rétinal. Si on représente plus schématiquement la position de la rhodopsine dans la membrane, elle comporte le C terminal à l'intérieur de la cellule, le N terminal à l'extérieur, où se trouvent également les 2 unités oligosidiques, comme la plupart du temps, car on se souvient que les unités oligosidiques servent d'unités de reconnaissance, notamment de reconnaissance immunologique par exemple, et elles sont toujours situées par nécessité en dehors de la cellule. Les disques des bâtonnets ou des cônes sont en fait formés par des invaginations de la membrane qui, poussées à l'extrême, les ont isolés et leur permettent de s'empiler à l'intérieur du segment externe. Ce qui fait que si on réfléchit en termes d'extérieur et d'intérieur de la membrane, on voit que quand les disques se sont formés par endocytose, l'intérieur de ce disque correspond à ce qui était préalablement l'extérieur de la cellule. Ceci a une importance pour comprendre plus tard comment évoluent les potentiels et les changements de potentiel lors de l'activation par la lumière. Quelles sont donc les étapes de la phototransduction? Eh bien, dans un premier temps, la lumière va hyperpolariser la membrane du segment externe. C'est un point à retenir par différence avec ce qui se passe dans les neurones, où l'excitation correspond en général à une dépolarisation de la membrane. Mais souvenons-nous aussi que ces récepteurs ne sont pas des neurones et qu'il ne faut pas confondre les potentiels de membrane qui constituent le potentiel de récepteur et les variations de potentiel de membrane des neurones qui vont constituer les potentiels d'action. Alors, que se passe-t-il quand le photorécepteur se situe dans l'obscurité? Eh bien, à ce moment, la membrane du secteur externe est très perméable au sodium qui va rentrer en grande quantité et pour que son accumulation ne soit pas indéfinie dans la cellule, elle va être évacuée par les molécules qui se trouvent au niveau du segment interne qui constituent la NAK-ATPase qui, ici comme ailleurs, va expulser le sodium. Il y a donc un flux de sodium entrant qui est expulsé ensuite par la NAK-ATPase
pendant l'obscurité, ce qui rend l'intérieur de la cellule très positive et cette polarisation va être très positive. À la lumière, quand un photon interagit avec les pigments qui se trouvent dans la membrane, notamment des vésicules, il va se passer un phénomène important qui est la perte de la perméabilité au sodium. La membrane du segment externe devient imperméable au sodium, ce qui va entraîner une hyperpolarisation du segment externe, puisque cette fois-ci, la pompe NAK-ATPase continuant à expulser du sodium qui n'entre plus, on va créer sur la face interne du segment externe une négativité des charges. Il y a ce que l'on appelle l'amplification biochimique parce qu'un seul photon va être capable de bloquer un flux de 10 puissance 6, c'est-à-dire d'1 million d'ions sodiques. Cette hyperpolarisation du segment externe va se propager au segment interne selon les propriétés de câbles de propagation des potentiels le long des membranes. Remarque importante sur laquelle nous insistons, la cellule en bâtonnet n'est pas un neurone, c'est un récepteur, elle n'a donc pas de potentiel d'action. Sa réponse va être graduelle à la lumière, ce n'est pas une réponse en tout ou rien, c'est donc un potentiel de récepteur, et il va dépendre du nombre de photons absorbés, ce qui signifie déjà que la réponse étant fonction du nombre de photons absorbés, on va avoir un codage quantitatif de cette information lumineuse. Comment l'excitation lumineuse bloque-t-elle l'entrée des ions sodium? Cette phototransduction a un certain nombre d'étapes, et la première est constituée par la photolyse de la rhodopsine qui est induite par la lumière. Le photon va isomériser le 11,6 rétinal, dont la formule est ici représentée, pour le refaire passer dans une situation où la chaîne polyénique est plus régulière et qui constitue ce que l'on appelle l'isomère all-trans rétinal, également appelé 11-trans lumirodopsine, ce qui est une façon de se souvenir que c'est la forme qu'a cette molécule quand elle est soumise à la lumière. Un photon a donc été converti en mouvement atomique, c'est ce que l'on appelle une amplification électronique. Ce changement conformationnel du rétinal entraîne la photolyse de la rhodopsine, qui va devenir instable et va se dissocier sous l'effet du photon en opsine, qui est le groupement polypeptidique, et le 11-trans rétinal dont nous voyons ici la formule. Ceci se passe dans la membrane des disques. Or, la membrane des disques, où se trouve la rhodopsine, n'est pas en contact avec la membrane plasmique, puisque les disques sont isolés à l'intérieur du segment externe. La rhodopsine, qui absorbe les photons, est à plusieurs milliers d'angstroms des canaux à sodium du segment externe, qui s'ouvre ou se ferme en fonction de l'exposition à la lumière. On se pose la question, comment ce signal se transmet-il? Il faut donc nécessairement qu'il y ait la mise en jeu de médiateurs diffusibles, qui peuvent être le calcium ou le GMP cyclique. Disons tout de suite que, après que l'hypothèse ait été faite pendant de nombreuses années qu'il s'agissait du calcium, on sait maintenant que c'est le GMP cyclique. La photolyse de la rhodopsine va entraîner l'hydrolyse de la GMP cyclique. La rhodopsine photolysée active par collision successive une centaine de molécules d'une protéine de la membrane des disques qui s'appelle la transducine, qui est une protéine G, et comme son nom l'indique, elle va déjà être un des éléments de la transduction lumineuse. Elle sera ultérieurement bloquée par une protéine de 48Kd que l'on appelle l'arestine, qui correspond en fait à une autre molécule connue sous le nom d'antigène S. Mais avant que l'arestine entre en jeu et mette fin à ce problème d'activation de la transducine, à ce phénomène d'activation de la transducine,
La transducine activée va activer mole pour mole, donc dans un rapport 1, une enzyme de la membrane des disques qui est la phosphodiestérase. La phosphodiestérase, à son tour, va hydrolyser la GMP cyclique dans un rapport 10 puissance 2, c'est-à-dire 100 molécules de phosphodiestérase pour 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 molécules de GMP cyclique. Donc, à ce niveau de la cascade des événements, on voit qu'un photon à l'arrivée a entraîné, au cours de ces différentes étapes, l'hydrolyse de 100 000 molécules de GMP cyclique. Le GMP cyclique, lui, est nécessaire à l'ouverture des canaux sodiques, et son hydrolyse va donc entraîner, par voie de conséquence, la fermeture des canaux, qui va entraîner l'hyperpolarisation de la membrane plasmique, ce qui constitue le potentiel récepteur. Encore une fois, le potentiel récepteur n'est pas un potentiel d'action, et ce n'est donc pas incompatible avec le fait que ça soit une hyperpolarisation, alors que le potentiel d'action est une dépolarisation. L'énergie d'hydrolyse du GTP, obtenue grâce au GMP cyclique, permet de boucler le cycle en désactivant la phosphodiestérase, la transducine, et la rhodopsine phosphorylysée va pouvoir se reconstituer avec la 11,6-métarhodopsine. Le calcium, que l'on croyait au départ être le médiateur diffusible important, semble ne jouer en fait dans tous ces mécanismes qu'un rôle d'adaptation. Si on veut résumer ce cycle de l'excitation visuelle sous la forme d'un schéma, remettons-nous dans la situation de l'obscurité, où le chromophore est le 11,6 rétinal dans sa forme 11,6, qui correspond à l'ouverture des canaux sodiques et à la dépolarisation du segment externe. La rhodopsine, qui est donc le pigment visuel, est intègre. À l'arrivée d'un photon, on va avoir le changement conformationnel du 11,6 rétinalopsine en 11,trans rétinalopsine, ce qui ne permet plus à la rhodopsine d'être stable et elle va se dissocier en 11,trans rétinal et en opsine. Ce 11,trans rétinal, sous l'effet de différentes enzymes, qu'il n'importe pas de retenir à ce niveau, va se transformer en 11,trans rétinol, pendant que l'opsine, qui est isolée, correspond en termes de polarisation de la membrane à une situation où les canaux sodiques sont fermés, ce qui aboutit à une hyperpolarisation de la membrane, sous l'effet, comme nous l'avons vu, du calcium et de la GMP cyclique. Le 11-trans rétinal va à nouveau être transformé en 11,6 rétinol, puis en 11,6 rétinal, et quand l'obscurité revient, l'opsine va pouvoir se recombiner avec le 11,6 rétinal pour donner le 11,6 rétinal opsine, qui est la rhodopsine, et le cycle est bouclé. À nouveau, depuis que nous sommes en obscurité, le canal sodique est ouvert, les ions sodiques rentrent, ce qui entraîne une dépolarisation, qui, rappelons-le encore une fois, est l'état de base de ce récepteur à la lumière, qui, encore une fois, n'est pas un neurone. À quoi sert cette phototransduction ? Eh bien, à transformer la lumière en signal nerveux. Ceci se fait dans des organes que l'on appelle les yeux, dont la structure varie beaucoup d'un individu à l'autre, d'une espèce à l'autre. Prenons le schéma d'organisation de la rétine chez les mammifères supérieurs, et en particulier chez l'homme. Il existe, tapissant la cavité du globe oculaire, un épithélium pigmentaire noir qui joue un peu le rôle que joue la peinture noire dans les chambres noires de photographie. Et contre cet épithélium pigmentaire, c'est-à-dire au plus profond de la rétine, se trouvent les récepteurs, représentés ici sous la forme de bâtonnets, dont l'extrémité striée est constituée par les disques. On représente
pour la compréhension des phénomènes, ce qui se passe dans le corps cellulaire, comme s'il s'agissait d'un écran d'oscilloscope. Et on voit que quand la lumière arrive, en traversant la rétine, puisque elle arrive à travers le cristallin, va traverser l'ensemble du globe oculaire pour venir impressionner les récepteurs tout contre l'épithélium pigmentaire. Si un photon arrive ponctuellement au niveau du récepteur de gauche, ceci va entraîner une déflexion du potentiel qui correspond au potentiel de récepteur, alors que le récepteur voisin n'est pas concerné. À l'étage suivant, ces récepteurs sont connectés un à un à des cellules bipolaires qui vont recevoir l'information par le contact synaptique et chacune traduire cette information par une modification de son propre potentiel de membrane. Dans un troisième étage, ces cellules bipolaires vont être connectées à des cellules ganglionnaires dont les prolongements distaux sont en fait les fibres qui vont constituer le nerf optique. Ce sont des neurones, et l'on voit sur l'oscilloscope représenté par le corps cellulaire que les variations de potentiel qui constituaient les potentiels de récepteurs, une fois transmis aux cellules ganglionnaires, vont entraîner des décharges de potentiel d'action individualisées qui vont varier d'une cellule ganglionnaire à une autre en fonction de ses connexions avec les cellules bipolaires. Ces voies parallèles ne sont pas complètement indépendantes. Il existe un premier niveau transversal avec des cellules horizontales qui vont venir moduler les synapses entre les récepteurs et les cellules bipolaires au premier niveau. Et il existe également d'autres cellules que l'on appelle les cellules amacrines qui vont avoir des relations synaptiques complexes à la fois avec les prolongements des cellules bipolaires, avec les dendrites des cellules ganglionnaires et en établissant des connexions multiples avec déjà un pré-traitement du signal, comme on le voit ici sous la forme schématique de ces deux potentiels d'action. On voit donc, et c'est l'objectif de cette diapositive, que dans la structure multicouche de cette rétine, en partant des récepteurs pour se terminer par des neurones ganglionnaires qui vont donner naissance au nerf optique, les cascades synaptiques entre les récepteurs, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires, ainsi que les connexions transversales par les cellules horizontales et les cellules amacrines, vont déjà constituer un ensemble neuronal et cellulaire complexe qui va constituer un premier étage de traitement de l'information. Donc après que le photon ait entraîné les cascades biochimiques que nous avons vues qui aboutissent à la création d'un potentiel de récepteur, ces potentiels de récepteurs vont être pré-traités par les différents étages et l'information qui partira dans le nerf optique a déjà été profondément modifiée par rapport à la simple arrivée du photon. Plus globalement, on peut étudier ça grâce à des techniques que l'on appelle l'électrorétinogramme, qui consiste à mettre un verre de contact sur la cornée de l'œil, après y avoir déposé une goutte d'anesthésique, et on va mesurer la différence de potentiel qui existe entre le pôle antérieur de l'œil et le pôle postérieur, non pas en mettant une électrode derrière, mais en enregistrant ce potentiel au niveau de la périphérie de l'orbite. On observe alors qu'il existe une différence de potentiel, qui est l'électrorétinogramme de repos, montrant la négativité des éléments de la rétine par rapport à la surface de l'œil. Quand l'on éclaire l'œil, pendant un bref moment, qui est représenté par la barre noire sur l'axe des X, on va obtenir une déflexion
représenté en rouge, que l'on appelle l'électrorétinogramme, qui est le tracé typique d'un électrorétinogramme, dont les spécialistes savent analyser les différentes composantes et surtout savent analyser les variations de ces composantes en fonction de la pathologie rétinienne. Globalement, les accidents, les déflexions, marqués A et B, correspondent à des événements qui ont lieu au niveau des neurones, c'est-à-dire des cellules ganglionnaires de la rétine, alors que la longue déflexion marquée C correspond à des changements de potentiel très lents au niveau de l'épithélium pigmentaire. Passons maintenant à l'étage suivant du traitement du signal. Les récepteurs sensoriels, grâce à leur sensibilité et leur propriété de transduction, ont transformé la lumière faite de photons en signaux interprétables par le système nerveux. Comment ces signaux sont-ils codés au niveau neuronal pour que nous puissions les interpréter au niveau de notre cerveau? On va voir quels sont les champs récepteurs, les types de réponses de ces récepteurs, le codage spatial, fréquentiel, temporel et spatio-temporel qui va avoir lieu aux différents niveaux, tant au niveau périphérique qu'au niveau central. Le champ récepteur est défini comme étant la partie de l'espace sensoriel qui, lors de sa stimulation, va modifier le potentiel de membrane d'un récepteur, périphérique en général, ou d'un neurone au niveau central. Par exemple, les récepteurs cutanés sont soit assez ponctuels, tels que les récepteurs de Messner, alors que les récepteurs de Pacini vont avoir au contraire un champ récepteur plus large. Ceci correspond à des fonctions d'analyse de la sensibilité cutanée différentes. Au niveau de l'audition, on va avoir également une notion de champ récepteur qui se définit dans la gamme des fréquences, et on va voir qu'un récepteur auditif va avoir une réponse qui est variable en fonction de l'intensité et du stimulus et de la fréquence. Les réponses des récepteurs sont variables, on peut les décrire de façon qualitative. Par exemple, on montre ici une réponse de type soutenu, c'est-à-dire que le stimulus représenté par la déflexion rectangulaire du bas va entraîner au niveau du récepteur et plus simplement pour l'analyser du neurone qui est associé, une réponse sous la forme d'une décharge de potentiel d'action qui va être dans le cas particulier continue, mais on voit qu'elle ne va pas démarrer immédiatement au début du stimulus, il y a donc un petit délai et elle va s'arrêter un petit peu après l'arrêt du stimulus, il y a donc ce que l'on appelle un post-effet. Cette réponse soutenue, globalement, correspond à la durée de la stimulation. Il existe au contraire des récepteurs de type ON, c'est-à-dire qui vont répondre essentiellement au début du stimulus, puis s'adapter très rapidement pour finalement s'éteindre. Cette réponse transitoire sert à détecter le début d'une stimulation et n'a pas d'autre objectif. À l'inverse, il existe des récepteurs qui ne vont s'activer que quand le stimulus se termine, et ils ont pour rôle de marquer la fin de ce stimulus, et ils apparaissent donc, ils se traduisent au niveau neuronal par une activité transitoire à la fin de sa stimulation. Il existe des types on-off qui vont envoyer un message au début et à la fin du stimulus, et il y a au contraire des structures qui vont se traduire par une inhibition d'un signal continu, c'est-à-dire qu'en dehors du stimulus, le neurone impliqué dans ce phénomène a une activité de potentiel d'action régulière, et quand le stimulus va survenir, la conséquence de l'activation du récepteur sur l'activité neuronale va être un silence qui est soutenu, un peu en miroir négatif du premier type d'activation. Et il va informer le système
qu'il se passe quelque chose par l'intermédiaire de son inhibition. On peut décrire ceci sur un mode quantitatif et en particulier en enregistrant ce qui se passe dans le temps. Si on enregistre l'activité neuronale représentée par la ligne du haut, on va voir des successions de potentiels d'action d'amplitudes différentes parce que l'enregistrement va enregistrer plusieurs neurones en même temps. Et on va pouvoir traduire cela pour l'analyser plus facilement dans ce que l'on appelle un train de potentiel d'action, où à chaque événement, on va faire correspondre un signal en tout ou rien qui va pouvoir être traité de façon informatique, par exemple. Si on répète un même stimulus dans les mêmes conditions expérimentales, on obtient très souvent une réponse qui est assez reproductible. On voit que dans tous les cas ici représentés avec un stimulus par une barre rouge, il va y avoir un train de potentiel d'action qui correspond à une ou deux réponses immédiatement après le début du stimulus, suivi par une période de silence pendant la période de ce stimulus, avec des variations. Par exemple, dans le quatrième événement, on va avoir 3 potentiels d'action de suite. On peut représenter ces événements sous la forme de ce que l'on appelle un dot raster display, c'est-à-dire que pour chaque séquence, 1, 2, 3, 4, au lieu de les présenter en séquences successives, on va les empiler les unes par rapport aux autres en faisant correspondre le moment du début du stimulus avec le temps zéro de cette représentation. On va voir comme ceci l'évolution, plus facilement l'évolution de la réponse du neurone à un stimulus donné. En particulier, si on regarde l'exemple artificiel qui est donné ici, on va retrouver sur les 4 premiers segments l'accumulation des premières réponses, suivie d'un certain silence, et ensuite des points dont il est relativement difficile d'analyser la répétition dans le temps. Pour ce faire, on va additionner pour chaque unité de temps les activités correspondant dans chacune des colonnes lors des répétitions, et ceci va se traduire par une courbe que l'on voit ici comme étant le résultat du comptage de tous les potentiels d'action qui sont survenus pendant la période du stimulus. On voit qu'il y a, par rapport à ce qui va suivre, beaucoup plus. Et ensuite, on va retomber dans des activités qui ont une valeur bien inférieure, correspondant à ce qui était l'activité de base en dehors du stimulus. On définit la fréquence spontanée des décharges, qui est le bruit de fond, ou le seuil. On va définir également la latence, c'est-à-dire le temps moyen qui sépare le début du stimulus du maximum de la réponse. On va définir la moyenne statistique de ces décharges pendant ce stimulus, et qui s'exprime en nombre de potentiels d'action par seconde. Et on va définir également la fréquence maximale des décharges, qui correspond au bout de la latence au moment où, globalement et de façon statistique, le système répond le plus. Il est important de définir ce que l'on appelle le rapport signal sur bruit, qui n'a pas d'unité, puisque c'est un rapport entre un nombre de potentiels d'action par seconde sur un autre nombre de potentiels d'action par seconde. Et dans la théorie de l'information, et en particulier dans le théorème de Shannon, on a besoin de connaître ce rapport signal sur bruit qui est défini dans l'absolu comme étant la racine carrée du rapport du maximum de la réponse sur le bruit de fond. Le codage peut être un codage spatial. Si on regarde ce qui se passe au niveau périphérique, c'est-à-dire par exemple au niveau de la peau pour des récepteurs sensitifs, on va avoir un neurone 1 et un neurone 2
qui ont tous les deux des champs récepteurs différents, représentés par des zones cutanées A et B. Et quand on va délivrer des stimulus dans cette région, on va avoir des réponses qui vont bien évidemment être différentes. Dans le premier cas, le neurone 1 va répondre par une décharge et le neurone B ne va rien dire. Et c'est l'inverse dans le cas où la stimulation est portée dans le champ récepteur du stimulus B, où c'est le neurone 2 qui va répondre. Deux endroits de l'espace sensoriel vont donc impliquer deux neurones différents. On va avoir ce que l'on appelle des lignes dédiées, spécifiques, et la même modalité va déclencher ces informations, mais les champs récepteurs ne se recouvrent pas. Par contre, on peut également avoir des modalités différentes pour chacun des neurones dans ces champs récepteurs. Au niveau central, un neurone va recevoir des informations de deux neurones préalables et, à la suite de ça, décider d'envoyer un message qui est représenté par la séquence d'impulsion du neurone de droite. Dans une autre situation, correspondant à un stimulus B, on va avoir plus d'informations venant dans le neurone du bas que dans le neurone du haut, et la réponse du troisième neurone à droite va être différente. Ici, les deux afférences ne somment pas leurs effets, et la position des synapses a un sens important, et le troisième neurone va traiter les informations venant des deux neurones d'amont en fonction de la distalité de ces synapses, en fonction des synapses proximales et en fonction des inhibitions de barrage qui peuvent avoir lieu, notamment du fait de l'inhibition présynaptique. Au niveau périphérique, on a d'autres exemples. Par exemple, la cellule ciliée, que l'on voit ici représentée comme une cellule avec un certain nombre de poils. C'est un type de récepteur que l'on trouve assez souvent. Par exemple, dans l'organe latéral du poisson, quand on regarde un poisson, il existe une ligne tout au long de son corps qui est légèrement sinueuse et qui en fait est une ligne où s'accumulent ces récepteurs qui vont être sensibles au mouvement de l'eau qui vont venir agiter les poils, les cils et les faire s'incliner dans un sens ou dans l'autre. Alors si par exemple on représente un stimulus par la ligne brisée du haut, l'ordonnée représentant la vitesse angulaire, c'est-à-dire par exemple s'il s'agit de l'organe latéral du poisson, la vitesse du flux de l'eau le long du corps du poisson, on voit que dans un sens ou dans l'autre, on va faire plier ces cils et entraîner des variations du potentiel de membrane qui peuvent être vers le haut dans la première situation et vers le bas dans la situation inverse. Ces variations de potentiel de membrane vont entraîner par l'intermédiaire des synapses chimiques la dépolarisation de l'axone sensitif qui lui est associé. Encore une fois, le récepteur génère un potentiel de membrane et non pas un potentiel d'action, et ça n'est qu'au niveau des structures excitables du neurone, notamment de ces dendrites, que va se faire l'initiation des potentiels d'action, avec, comme on le voit ici, dans le cas particulier, une augmentation de la fréquence de décharge quand le potentiel de membrane a été augmenté, ce qui correspondait à une déviation des cils vers la droite, alors que pendant la période d'immobilité, on retourne à l'activité de base, et que par contre, quand le sens de l'eau le long du corps du poisson s'inverse, on obtient une baisse du potentiel de membrane qui va se traduire par une baisse de l'activité des potentiels d'action dans la fibre nerveuse associée. Si on augmente cette vitesse angulaire, c'est-à-dire que si les mouvements de l'eau dans un sens puis dans l'autre le long du corps du poisson deviennent plus intenses, eh bien ceci va se traduire par les mêmes phénomènes que précédemment, mais de façon beaucoup plus marquée. Dans le cas de la première déflexion du flux
à queue, on va voir une très forte réponse avec une augmentation importante de la fréquence, alors que dans l'autre, on ne va plus avoir une diminution, mais véritablement un arrêt de l'activité neuronale. Au niveau périphérique, en reprenant l'exemple des récepteurs cutanés, on peut voir que dans un champ récepteur d'un même neurone, on peut délivrer deux stimuli, un stimulus A ou un stimulus B, qui peuvent être différents à la fois dans leur position à l'intérieur de ce champ récepteur et également différents dans leur intensité. Alors, le stimulus A va entraîner une réponse 1 qui est montrée ici en bleu. Le stimulus B va donner une réponse qui sera différente, dans le cas particulier une réponse plus importante. Donc dans un même champ récepteur, on peut avoir deux intensités différentes qui vont entraîner des fréquences de potentiel d'action différents. On va dire que l'on a réalisé un codage fréquentiel, c'est-à-dire que l'on a transformé la quantité du stimulus, qui est à la fois une quantité en surface et en intensité, par une variation de fréquence. C'est un codage fréquentiel, un petit peu comme dans les émissions radio, il existe des émissions dites en modulation de fréquence, où les variations du stimulus, notamment de la voix de l'orateur ou du chanteur, vont se traduire par des variations de fréquence de l'onde porteuse. Au niveau central, on connaît des phénomènes identiques, par exemple quand l'on enregistre dans le thalamus ventrobasal, qui est une zone où viennent se projeter la majorité des informations sensitives qui sont captées au niveau des récepteurs sensoriels que l'on vient de voir, eh bien, on va voir que la réponse va dépendre du stimulus. Si ici, le stimulus est constitué par la mobilisation de l'articulation du genou, que l'on va pouvoir quantifier en degrés de flexion, eh bien, la réponse que l'on va enregistrer va être d'autant plus importante que l'angle d'ouverture ou de fermeture du genou est importante, mais ça ne va pas être fait de façon linéaire. En fait, on voit que c'est une réponse amortie qui tend à se saturer dans cette représentation semi-logarithmique où l'ordonnée est les logarithmes de la décharge par unité de temps, autrement dit la fréquence des potentiels d'action et de leur réponse. Dans ce cas, le codage fréquentiel, seule chose qui compte, c'est le taux moyen de décharge, qui va donc être exprimé en potentiel d'action par seconde. Au niveau périphérique, si on utilise des stimuli oscillants ou vibratoires, on va pouvoir faire changer la fréquence. Par exemple, si on prend des diapasons qui correspondent à des notes de musique différentes, leur vibration que l'on va percevoir en posant le diapason contre un os, par exemple au niveau de la cheville, va induire une sensation interprétée par le système nerveux central. Dans le cas de la fréquence lente, on va avoir une réponse qui est représentée ici en bleu. Si on change la fréquence, le type de la décharge du neurone va être également différente. Donc à deux fréquences différentes mais liées entre elles, on va avoir des intervalles entre les potentiels d'action qui vont varier. C'est ce que l'on appelle un codage harmonique. Et une des méthodes d'analyse, c'est ce que l'on appelle les ISI, les Interspike Intervals, c'est-à-dire que l'on va faire l'histogramme des espaces qui séparent deux potentiels d'action pour pouvoir analyser la réponse de ces systèmes dans ces situations. On peut également réaliser un codage temporel. Au niveau central, reprenons deux neurones qui viennent donner des informations au stimulus à un troisième neurone. Et on peut, dans ce cas-là, avoir un neurone qui ne va pas répondre à cette double stimulation par ces neurones d'amont, sauf si, dans certains cas, des potentiels d'action vont être synchrones
venant des deux neurones précédents, et à ce moment-là, le neurone va agir comme un détecteur de coïncidence, et chaque fois qu'il observe une coïncidence dans les deux messages entrants, il va exprimer, lui, sa réponse sous la forme d'un potentiel d'action. Donc, schématiquement ici, on voit que les deux potentiels d'action émis par le neurone de droite traduisent la détection de deux fois des événements synchrones dans les deux neurones d'amont. Deux afférences ne somment pas leurs effets. C'est ici le moment exact d'arrivée des potentiels d'action au niveau du troisième neurone qui a un sens. C'est effectivement un détecteur de coïncidence. Dans le codage temporel, ce qui compte, ce sont les délais entre les potentiels d'action. Le taux moyen de décharge dans la circonstance présente est secondaire. On peut réaliser un codage spatio-temporel, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Alors au niveau périphérique, les neurones ont souvent des champs qui se recouvrent, et leurs récepteurs ont également des champs qui se recouvrent, c'est-à-dire que si par exemple on plante une aiguille dans la peau, on ne va pas en général activer un seul récepteur, mais on va se retrouver dans des zones de recouvrement qui vont activer plusieurs récepteurs à la fois. Donc si on réalise le stimulus A, représenté par la zone grisée en haut et à gauche dans le champ récepteur, à la fois du neurone 2 et du neurone 1, et pratiquement pas du neurone 3, on voit que le neurone 1 et le neurone 2 vont répondre et le neurone 3 très peu, tandis que si on réalise le stimulus B qui est représenté par la zone grisée plus basse et plus large, qui va impliquer moins le récepteur 1 et beaucoup plus le récepteur 2 et le récepteur 3, on voit que les réponses dans ces trois récepteurs vont être différentes et prédominer bien sûr dans le récepteur et son neurone associé qui ont été le plus impliqués. Donc deux endroits de l'espace sensoriel peuvent activer plusieurs neurones et donner des profils de décharge de potentiel d'action plus complexes. C'est par exemple ce qui se passe quand on utilise la fonction de tact pour analyser la texture d'une surface, sa rugosité. En général, on va avoir besoin d'explorer une surface relativement large, et si cette surface n'est pas suffisante, on va également activer plusieurs récepteurs en bougeant son doigt pour palper la surface que l'on veut analyser. Au niveau central, comment ce codage spatio-temporel s'exprime-t-il ? Eh bien, un stimulus A, dans une circonstance donnée, va induire un certain nombre de réponses chez le troisième neurone situé à droite, et dans un stimulus B, on va avoir des réponses qui seront différentes en fonction également de la structure complexe des messages qui rentrent. Les afférences ici contiennent déjà une information temporelle comme on l'a vu dans les étapes précédentes, et le moment exact d'arrivée des potentiels d'action a un sens, mais aussi l'identité des afférences. Donc on voit qu'on rentre dans un niveau de complexité important, et les séquences de potentiels d'action qui vont arriver sur le troisième neurone vont contenir des informations, et les informations et le réseau neuronal d'appartenance ont une forte influence sur la détermination de ces séquences. Il y a ce que l'on appelle ici un codage par pattern, c'est-à-dire par une figure complexe de la décharge du message neuronal.